Toute autre chose de cette phrase choc. Les très riches aux États-Unis payent moins d'impôts que leurs secrétaires. Cette phrase choc, c'est celle de l'économiste Gabriel Zucman. C'est un Français de 32 ans. Il est devenu l'un des économistes les plus influents du moment aux États-Unis, conseiller des candidats démocrates Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Et son livre, c'est Le triomphe de l'injustice aux éditions du Seuil, écrit avec Emmanuel XVI. Et je veux saluer, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous, Gabriel Zucman. Vous décortiquez les ressorts des inégalités qui ne cessent de s'accroître, mais vous dites qu'on n'a peut-être pas atteint le point de non-retour puisque vous apportez des solutions. Alors on va vous demander quelles sont ces solutions, à la fois pour les États-Unis où vous œuvrez en ce moment, mais aussi pour la France, on en profite. Avant de vous interroger, on va essayer de savoir ce qui se trouve exactement dans votre livre. Et c'est Baptiste Morin, Les Indispensables, qui s'en est chargé. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Donc ce livre part d'un constat, celui de Gabriel Zucman et d'Emmanuel XVI. Lequel? Le constat d'une injustice. Aujourd'hui, les 400 plus grandes fortunes américaines paient moins d'impôts que le reste de la population. D'où cette phrase que vous écrivez, Gabriel Zucman. Les Trump, les Zuckerberg et les Buffett de ce monde paient en proportion de leurs revenus moins d'impôts que leurs secrétaires. Et vous le montrez par les chiffres. Le taux d'imposition des catégories sociales américaines aussi aujourd'hui entre 25 et 30%. Vous voyez, le taux moyen est à 28%. Pour toutes les catégories sociales, sauf pour les ultra-riches américains. Regardez leur taux d'imposition moyen, 23%. Il est donc en dessous de la moyenne. Vous concluez que le système fiscal américain est devenu une énorme flat tax, c'est-à-dire un impôt proportionnel, qui a même une tendance en fait régressive pour les plus riches, c'est-à-dire qu'elle les favorise. Et c'est ça, c'est un changement récent. Oui, car les États-Unis n'ont pas toujours été ce pays inégalitaire. Non, il y a même une tradition de justice fiscale aux États-Unis, vous le racontez très bien, en nous replongeant dans l'histoire américaine. Les États-Unis ont été précurseurs en la matière avec deux innovations. 1913, la création d'un impôt fortement progressif sur le revenu, et puis 3 ans plus tard, en 1916, la création d'un impôt fortement progressif, mais cette fois-ci sur les successions, sur les patrimoines. Et ces deux leviers-là vont être utilisés par le président Franklin Roosevelt. Regardez ce graphique qui reprend la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, qui va vite monter, regardez, à 81%. Même en temps de guerre, vous dites qu'on est proche des 100%, on frôle les 100% pour cette tranche marginale. En ce qui concerne l'impôt sur les successions, eh bien là aussi, la tranche supérieure va osciller longtemps, entre 1930 et 1980, entre 70 et 80%. Il faut ajouter à cela que l'impôt sur les sociétés allait, lui, jusqu'à 50%, c'est-à-dire qu'à $1 gagné, c'était 50 centimes donnés directement à l'État par les sociétés. La philosophie derrière ces taux importants, c'est pas de confisquer, mais c'est de décourager en fait de gagner trop d'argent. À quoi bon gagner plus d'1 million de dollars si vous savez qu'une grande partie de ce que vous gagnez va directement aller dans les caisses de l'État? Et cette politique fiscale, celle du New Deal, celle de Franklin Roosevelt, va faire ses preuves, vous le démontrez aussi, et surtout va être prise par les successeurs, par Harry Truman et par Dwight Eisenhower. Vous concluez, pendant près d'un demi-siècle, les États-Unis s'approchèrent plus qu'aucune autre démocratie au monde d'un revenu maximum légal. Mais quel a été alors le point de bascule? Eh bien, il y en a deux en fait. D'abord, avec cet homme-là, ça c'est le premier point de bascule, Ronald Reagan, le 22 octobre 1986, il promulgue ce qu'on appelle le Tax Reform Act. C'est fini la tranche marginale de l'impôt sur le revenu à quelques 80%, on passe à 28%, c'est bien sûr bien plus faible. Et puis deuxième point de bascule, plus récent, plus proche de nous, avec cet homme, Donald Trump, le 22 décembre 2017, cette fois-ci, c'est le Tax Cuts and Jobs Act. Alors, on a parlé de la baisse de l'impôt sur le revenu, de la baisse de l'impôt sur les successions. Cette fois-ci, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés. On va passer de 35% à 21%. Alors pourquoi? Pour doper la croissance, doper la création d'emplois, mais aussi, et c'est un des arguments, pour essayer de freiner l'évasion fiscale. Parce qu'en toile de fond de ces deux bascules-là, il y a l'explosion de cette évasion fiscale, consécration d'une nouvelle idéologie dès les années 80, dès les années Reagan. Vous écrivez « Éviter les impôts devint un geste patriotique, frauder le fisc devint même un acte moral ». Sous Reagan, l'évasion fiscale reçoit la bénédiction du pouvoir, c'est ce que vous écrivez, et elle va faire que se développer finalement avec ce que vous pointez du doigt, un affaiblissement des contrôles fiscaux. Vous dites que c'est un choix politique finalement de laisser l'évasion fiscale se développer. Alors vous racontez qu'il y a eu les tax shelters dans les années 80, ce sont des investissements dans des sociétés qui ont le mérite en fait de faire des pertes que l'on ramène ensuite à sa situation pour payer moins d'impôts ou pas d'impôts. Et puis il y a eu ensuite la délocalisation des bénéfices des sociétés vers des paradis fiscaux. Vous parlez du Bermuland, contraction
des Bermudes et de l'Irlande, qui est le summum du paradis fiscal quand on vous lit. Et puis vous écrivez qu'en 2016, notamment, les multinationales américaines ont déclaré dans ce fameux Bermuland plus de bénéfices qu'elles n'en ont déclaré au Royaume-Uni, au Japon, en France ou au Mexique, tout ça cumulé. Et votre avertissement, c'est ça, c'est la création d'entreprises qui, selon vous, va peut-être mener vers une nouvelle explosion de l'évasion fiscale. Alors Baptiste, quel est le résultat de ces 40 années de politique américaine? Eh bien, le résultat des politiques Trump et Reagan, vous l'écrivez, en 2018, pour la première fois dans l'histoire moderne des États-Unis, le capital a été moins taxé que le travail. Et la baisse de la fiscalité sur le capital a un effet boule de neige. C'est qu'évidemment, si vos revenus sur le capital sont moins taxés, vous les épargnez, vous êtes déjà riche, vous vous enrichissez. Entre les années 1970 et 2018, la part du patrimoine total détenu par les 1% les plus aisés aux États-Unis, cette part-là, elle est passée de 22% à 37%. En fait, pour être tout à fait clair, ce qu'ont perdu les plus pauvres, les plus riches l'ont gagné. Alors, ce que je disais tout à l'heure, Baptiste Gabriel Zucman, vous proposez des solutions, lesquelles? C'est même en fait un programme pour financer ce que vous appelez l'État social du 21e siècle. Alors d'abord, il y a la création pour les États-Unis d'un impôt sur la fortune. Vous parlez de 2% au-delà de 50 millions d'euros et même d'une tranche à 3,5% quand on dépasse le milliard d'euros ou de dollars. Vous parlez aussi d'un impôt sur le revenu avec un taux marginal supérieur qui sera à 60%. On retrouverait un peu la philosophie des années Roosevelt. Ensuite, il y a un impôt sur les sociétés avec un taux de 25%. Vous dites qu'il faut qu'il soit à 25% dans tous les pays pour éviter le dumping fiscal. Et puis aussi, vous conseillez la création de ce que vous appellerez un impôt sur le revenu national. Le taux est fixé à 6%. Tout cela, ce cocktail de mesures, comme on a l'habitude de dire ces derniers temps, eh bien, ça financerait un système de santé et d'éducation pour tous. Merci beaucoup Baptiste, merci pour le travail des équipes derrière tout cela. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi l'impôt juste? C'est quoi l'impôt qui va réconcilier les citoyens? On parle du consentement à l'impôt. C'est quoi ce système qui va réussir à réconcilier les citoyens sur ce sujet? Ce n'est pas aux économistes de dire quel est l'impôt juste. Et vous dites des économistes qui sont des plombiers. Alors, c'est une question à laquelle il n'y a aucune science qui ne sera jamais capable d'apporter une réponse. C'est aux citoyens de décider via un débat démocratique, par le vote, par un débat parlementaire. Là où les économistes peuvent se montrer utiles, c'est en fournissant des statistiques sur l'évolution des inégalités et qui paye vraiment quoi quand on prend en compte l'ensemble des prélèvements obligatoires. Donc là, on voit que le système fiscal américain est régressif au sommet, comme ça a été rappelé. C'est la même chose en France, en fait. Si vous regardez l'ensemble des prélèvements obligatoires, les très hauts revenus, dans le top 0,1%, payent moins d'impôts en proportion de leurs revenus que le reste de la population. Une norme de justice fiscale à minima consiste à dire cette régressivité-là, elle est inacceptable. Donc il faudrait à minima que les très riches payent bien sûr au moins autant d'impôts que le reste de la population et a priori plutôt un peu plus. Alors, je vais vous demander si la France, elle régresse comme les États-Unis. Vous le dites souvent, les très riches aux États-Unis payent moins d'impôts que leurs secrétaires. C'est une phrase choc qui résume plutôt bien la situation. Baptiste l'a dit, les États-Unis ont été le pays peut-être démocratique le plus progressiste en la matière, et puis c'est un énorme retour en arrière en ce moment. Est-ce qu'en France, on est en train de vivre cette régression? Oui, alors la situation est à peu près la même. C'est-à-dire, on a vu le graphique sur le taux de prélèvement obligatoire par catégorie de revenus aux États-Unis, où tous les groupes sociaux payent à peu près 25-28%, sauf les milliardaires. En France, la courbe est la même, il faut juste rajouter 20 points. C'est-à-dire qu'en France, le taux de prélèvement obligatoire est plus élevé. On est plutôt autour de 50% du revenu national. Les classes moyennes et populaires payent à peu près 45-50% de leurs revenus en impôts, tout compris. Puis ça baisse à 40% pour les très riches. Cette injustice fiscale, si vous voulez, elle est encore moins acceptable dans un pays où les prélèvements obligatoires sont élevés, comme en France. Donc la question de la justice fiscale se pose encore plus en France. En France, il ne s'agit pas d'augmenter, si vous voulez, les impôts. Ils sont déjà élevés. Aux États-Unis, il faut augmenter les impôts. L'État-providence américain est très lacunaire. Il y a 30 millions d'Américains qui n'ont pas de couverture maladie, 80 millions qui sont sous-assurés. Il n'y a pas de politique familiale, pas de crèche publique, pas de maternelle publique. Donc là, il y a un vrai enjeu aux États-Unis d'augmenter les impôts. En France, il ne s'agit pas d'augmenter les prélèvements obligatoires, il s'agit de rétablir la justice fiscale. Mais est-ce qu'en France, on peut imaginer que, comme aux États-Unis, les très riches paieront moins d'impôts bientôt que leurs secrétaires? Est-ce que là, on va plutôt vers l'inverse, une baisse des impôts, par exemple? Non, mais c'est le cas. J'insiste qu'aujourd'hui, c'est le cas. Si vous prenez les milliardaires français, ce qu'on décrit dans le livre pour les États-Unis s'applique tout à fait au cas des milliardaires français. C'est-à-dire que quand vous avez une énorme fortune, c'est très simple de payer peu d'impôts. Simplement, vous choisissez, vous dites à votre société de ne pas payer de dividendes, et donc votre revenu
taxable et très faible par rapport à votre vrai revenu économique. Donc on a ce problème en France. Le problème, c'est qu'il y a un défaitisme, si vous voulez, qui a gagné les esprits, où tout le monde, que ce soit les hommes politiques de gauche comme de droite, se sont laissés convaincre finalement au cours des dernières années que dans le contexte de l'intégration économique européenne, dans le contexte de la mondialisation, c'était pas possible de taxer tout seul, nous, dans notre coin, les grandes fortunes, les hauts revenus, les sociétés multinationales. Et c'est comme ça qu'on a vu, d'ailleurs, comme dans beaucoup d'autres pays européens, l'abolition de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'adoption de flat tax sur les revenus du capital, la baisse de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Là, il est en train de baisser à 25%. Donc nous, on a écrit ce livre pour s'inscrire en porte-à-faux contre ce défaitisme et expliquer concrètement comment on peut en réalité parfaitement réconcilier la mondialisation d'un côté et la taxation progressive, potentiellement à des taux élevés, si c'est ce que la population souhaite, de l'autre côté. Est-ce que le président français, qui a été taxé souvent d'être président des riches, je sais que vous avez été déjà interrogé sur le sujet, donc je ne le referai pas, mais est en train, selon vous, de changer la donne en baissant les impôts, en donnant plus de pouvoir d'achat, ou est-ce qu'on est vraiment loin du compte et que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour réduire les inégalités en ce moment ? Évidemment, le quinquennat Macron est marqué des réformes fiscales qui ont été prises au début, avant les Gilets jaunes, et qui ont été rappelées. Maintenant, il y a des choses qui vont aussi dans le bon sens. Par exemple, l'idée de mieux taxer les GAFA et de prendre des mesures unilatérales, dont il a été question à un moment, même si finalement le gouvernement a fait machine arrière, après avoir essayé de forger un accord européen. Ça, à mon avis, c'est une idée importante, qui consiste à dire, évidemment, l'idéal, c'est la coopération internationale, mais en pratique, la façon d'obtenir des accords internationaux, c'est que des pays fassent cavalier seul. Donc ça, c'est une initiative française que je tiens à souligner. Alors la question aussi, elle est démocratique à vous lire. Vous rappelez, vous le dites dans les interviews, James Madison, l'un des pères fondateurs des États-Unis, avait affirmé que trop de concentration de richesse était une concentration des pouvoirs. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement il y a trop de concentration de richesse, donc de pouvoir, et donc il faut régler la question parce que la démocratie, elle est même en question là. Ah oui, la richesse, c'est le pouvoir. La concentration excessive des richesses, c'est une concentration excessive des pouvoirs, du pouvoir économique, du pouvoir d'influencer les politiques publiques, du pouvoir d'influencer l'idéologie en rachetant des médias, en créant des journaux. On le voit par exemple aux États-Unis, c'est vraiment l'illustration la plus frappante, là, avec la campagne de Michael Bloomberg, qui a 60 milliards de dollars de patrimoine, qui dépense des centaines de millions de dollars en achats de publicité et qui explose dans les sondages. Là, il y a un sondage aujourd'hui qui le donne en 2e position, alors qu'il n'a même pas commencé à faire campagne dans les États de la primaire des démocrates. Mais est-ce qu'on en arrive même à la fameuse plutocratie ? Vous en parlez également et vous rappelez que par le passé, ça avait donné lieu... Alors en fait, il y a 2 possibilités, selon vous, si on regarde le passé. Soit il y a une révolution fiscale et on l'a fait, soit vous parlez même de guerre civile. C'est ce qui se joue ? C'est-à-dire que la fiscalité, c'est une façon pacifique et jusqu'à présent la meilleure qu'on a inventée de réguler les inégalités. Et cette idée que le système fiscal a vocation à limiter la concentration excessive des richesses, c'est une idée proprement américaine. Il faut rappeler le discours de Roosevelt. En 1942, il va au Congrès et il dit « Écoutez, moi je pense qu'aucun Américain ne devrait avoir un revenu après impôt de plus de 25 000 $, ce qui est l'équivalent d'1 million de dollars d'aujourd'hui. Je propose donc, dit Roosevelt, de créer un impôt de 100% sur tous les revenus au-delà de 25 000 $. Et alors là, les parlementaires hésitent un peu, mais ils se mettent d'accord sur 93%, ce qui n'est pas très loin de 100%. Ce taux est conservé dans les décennies d'après-guerre. Et quand on regarde les résultats économiques de cette politique, on voit que la croissance américaine était forte de 1950 à 1980, et elle était équitablement répartie. Au contraire, à la suite de la politique réganienne, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, la croissance a baissé. Elle a été plus faible sur la période 1980-2020 que sur la période 1950-1980. Et surtout, elle est devenue extrêmement inégalitaire, avec la moitié de la population américaine, les classes populaires, qui n'ont eu aucune croissance de leurs revenus, j'insiste, aucune croissance depuis 1980. Alors, dernière question en ce qui me concerne, puisque après, vous avez 4 personnes qui n'attendent que ça de vous poser des questions. Mais on a parlé là de l'impôt pour les plus hautes fortunes. Mais les entreprises, les grandes entreprises, les multinationales, est-ce qu'il faut aussi à elles leur demander plus ? Et comment ? Je prends un exemple concret dans le débat sur la réforme des retraites. Quand on a parlé du financement, des voix se sont élevées pour dire mais pourquoi on ne prend pas l'argent qui se trouve du côté des multinationales et des grandes entreprises ? Il faut aller chercher là ? Bien sûr qu'il faut les mettre à contribution. La question, c'est comment on fait. Et nous, on essaye de proposer une solution qui consiste à dire aujourd'hui, beaucoup de multinationales ont un déficit fiscal, c'est-à-dire qu'elles payent moins que ce qu'elles devraient payer si elles étaient imposées à 25% pays par pays. Et ce qu'on dit, c'est que n'importe quel pays, de façon unilatérale, par exemple la France, au 1er janvier 2021, peut commencer à collecter ce déficit fiscal, par exemple au prorata du chiffre d'affaires réalisé en France. Donc si Google
qui a enregistré 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux Bermudes, quand même, il y a 2 ans, fait 10% de ses ventes en France, la France pourrait dire on va collecter 10% du déficit fiscal de Google. Allez, je le promettais, Jérôme Jaffray. Oui, tout cela est très intéressant. Je voulais vous interroger d'un mot sur les États-Unis quand même. Donc, explosion totale des inégalités, les 1% ou 40% des richesses, c'est un taux absolument incroyable. Comment vous expliquez à ce moment-là quand même la situation politique de Trump, qui est populaire, il est à son plus haut niveau de popularité, il a de fortes chances d'être réélu. Je lisais ce matin dans la presse qu'au circuit de Daytona, où il a fait un tour d'honneur en voiture devant les voitures de course, la public, et s'il n'y a pas probablement des milliardaires uniquement dans le public de Daytona, criait « For years more ». 4 ans de plus, 4 ans de plus, c'est le slogan pour réélire les présidents. Est-ce que vous ne contribuez pas finalement à sa réélection, à Trump, en étant le conseil des candidats de la gauche démocrate Warren et Sanders, et en prônant l'impôt sur la fortune français, c'est-à-dire des économistes français ou d'origine française qui prônent l'impôt sur la fortune pour les ultra-riches, alors que les Américains détestent ça, est-ce que vous ne contribuez pas finalement à For years more? Ce qu'on fait, nous, je pense que c'est un contresens. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait dans le livre, c'est pas des Français qui importent des idées socialisantes aux États-Unis. C'est tout l'inverse en réalité. C'est essayer d'aider les Américains et le reste du monde à renouer avec la tradition de justice fiscale qui est proprement américaine. La France n'a jamais eu de taux marginaux supérieurs d'imposition de 80-90%, n'a jamais taxé les successions en ligne directe à 80%. Les États-Unis ont fait ça pendant 50 ans, la France jamais de toute son histoire. Numéro 1. Numéro 2, c'est qui vote pour Trump? D'abord, les gens ne votent pas pour Trump pour sa politique fiscale. D'abord, quand on demande aux Américains « Est-ce que vous pensez que les riches payent suffisamment d'impôts ?», la majorité répond non. Est-ce que vous pensez que les multinationales payent suffisamment? Une grande majorité répond non. Quand on les interroge sur les propositions d'impôts sur la fortune qui sont formulées par Elizabeth Warren, Bernie Sanders, 70% des démocrates se déclarent en faveur d'un impôt sur les très grandes fortunes. Mais ce qui est plus intéressant encore, 50% des républicains et plus de 50% des indépendants se déclarent aussi en faveur d'un impôt sur les très grandes fortunes. C'est des idées qui sont extrêmement populaires. Pourquoi? Parce qu'une majorité d'Américains en a assez, pour le dire simplement, de la dérive inégalitaire qu'a connue le pays. Donc pourquoi est-ce que Donald Trump gagne? Il faut rappeler qu'il y a 50% d'abstentionnistes aux États-Unis. Hein, et une grande majorité d'électeurs dans les classes populaires qui ne votent pas, minorités qui ne votent pas, des jeunes qui ne votent pas. Le pari d'un candidat, et je vais finir avec ça, d'un candidat comme Bernie Sanders, c'est qu'en s'adressant davantage à l'électorat, à ce que souhaitent les électeurs américains, il va réussir à remobiliser une partie de ses abstentionnistes, peut-être perdre quelques électeurs centristes, et il va l'emporter comme ça. Alors, l'histoire nous dira s'il a raison. Pardon, je pense que vous allez un peu vite en besogne. Alors, je ne vais pas parler de vous comparer à Paul Krugman, le grand prix Nobel d'économie, mais je rappelle que l'économie est une science molle et pas une science dure, et que je rappelle que Paul Krugman, prix Nobel d'économie, 4 jours avant l'élection de Trump, disait dans le New York Times que si Trump était élu, je parle en 2016, ce serait la catastrophe économique pour l'Amérique. Je rappelle quand même, évidemment qu'il y a les inégalités, je rappelle quand même que Trump, c'est 3,5% de chômage, c'est les bas salaires quand même, y compris des Afro-Américains et des Hispano-Américains, quand même en hausse, et ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. La croissance, on sait combien elle est en Amérique. Alors, je ne dis pas que tout va bien, mais quand vous dites 50% ne votent pas et compagnie, ce n'est pas par hasard que vous avez aujourd'hui un tel mouvement en faveur de Trump. Alors qui est, et on parle des médias, etc., vous dites les riches, mais les riches, ils sont du côté démocrate. Les 3/4 des riches dont vous parlez, qui sont tous les médias, à part Fox News, sont anti-Trump, mais quand anti-Trump, lynche Trump. Et Bloomberg, un bon démocrate. Les démocrates, je veux dire, les fortunes sont aussi démocrates, au moins autant que les républicains. Donc l'histoire des riches, c'est plus compliqué que ça. Deux questions, enfin, Bruno Bonnell et Rokhaya Diallo pour terminer. Non, moi je voudrais pas qu'on fasse une faute de français. Traduction n'est pas raison. Et on n'est pas dans le même pays, on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans la même géographie, on n'est pas dans la même taille. Et c'est important de le dire, parce qu'à côté de ces gens qui payent pas beaucoup d'impôts, et je les défends pas, je serais assez d'accord sur le fait qu'il faut que tout le monde paye au minimum la même chose. Il y a par exemple Jeff Bezos qui vient d'annoncer qu'il mettait 10 milliards dans le développement climate change. Donc ça veut dire que ces gens-là interviennent non pas en impôts,
met en mécénat, en philanthropie, qui n'existe pas en France, le phénomène de philanthropie, mais qui fait que Bill Gates, parlons de Bill Gates, Bill Gates qui a donné la je me tourne vers Gabriel Zucman. On n'a plus beaucoup de temps et je sais que effectivement vous avez un discours sur le sujet. Vous ne pouvez pas ignorer que les mécanismes sont différents. Rapidement, la plupart des milliardaires américains, en réalité, se battent bec et ongles pour faire baisser leurs impôts. Ils sont violemment anti-impôts, anti-État. La philanthropie, c'est bien, mais bon, c'est une régression démocratique par rapport au vote de l'impôt. Je dis juste que ce n'est pas la même chose qu'en France. Laisser les milliardaires comme ça décider des priorités. Je ne voudrais pas qu'on ait une espèce de dérive. Je ne voudrais pas qu'on ait une espèce de dérive et comparaison n'est pas raison. C'est important que ça soit important. J'ai rappelé la différence entre la France et les États-Unis en matière de prélèvement obligatoire. Rokhaya Diallo, votre dernière question. Moi, j'avais noté quelque chose d'intéressant dans une de vos interventions où vous évoquiez la possibilité pour des personnes qui pratiquaient l'évasion fiscale d'être contraintes à renoncer à leur citoyenneté américaine notamment. J'avais vu ça dans un article qui vous concernait. Qu'est-ce que vous pensez en fait de cette idée de lier citoyenneté et contribution ? Non, moi je pense que ce qui est important, c'est de réussir à mieux taxer les expatriés. Parce qu'on l'a vu dans le débat sur l'ISF en France, le grand argument qui avait été mis en avant pour dire qu'il faut supprimer l'ISF, c'est que la France ne peut pas être le seul pays comme ça à taxer les très grandes fortunes parce que les riches vont partir en Belgique, en Suisse. Et moi je pense qu'une réponse simple consiste à dire, si vous avez bâti une grande fortune en France, vous êtes devenu milliardaire, c'est très bien pour vous. C'est en partie grâce aux infrastructures françaises, aux travailleurs qui ont été financés par l'impôt français. Donc si vous vous expatriez, vous allez devoir continuer à payer des impôts en France pendant 5, 10, 15 ans, en fonction du nombre d'années que vous avez passé en France. Et si on recrée un ISF en taxant comme ça les expatriés, je pense que ça peut marcher. Merci beaucoup. Gabriel Zucman, je reprends votre livre, je le remontre. Emmanuel XVI l'a écrit avec vous, Le triomphe de l'injustice, et aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être venu nous voir, c'est très intéressant. Franchement, je le recommande, et plus que ça encore.